Revue française de psychanalyse. 1959. Colloque sur l'utilisation du matériel onirique en thérapeutique psychanalytique chez l'adulte. Introduction à la discussion. Quand j'ai été pressenti pour être l'un des introducteurs de ce colloque, j'ai d'abord été surpris, parce que je n'avais pas l'idée que le sujet eût un intérêt suffisamment actuel pour alimenter une discussion. Il a paru que je me trompais, et c'est tant mieux. J'ai toujours pensé que l'analyse du rêve était l'un de nos plus puissants auxiliaires dans la cure puisque, par son chemin, les éléments inconscients de l'esprit se font jour dans la conscience, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir l'objet d'une perception. Je crains malheureusement de ne rien pouvoir apporter sur l'utilisation du rêve, qui ne soit déjà connu, et je vais donc chercher plutôt à donner par des exemples un aperçu du rôle que j'ai vu jouer au rêve, en centrant mon exposé sur ses apports au traitement. Mais quelques mots d'abord pour mieux situer mon propos. Quand je reprends l'introduction à la psychanalyse, je suis frappée de voir que le tiers du volume est consacré à l'exposé du rêve. C'est dire que Freud confirmait ce qu'il avait déjà écrit en 1913. Sous cette forme catégorique, la psychanalyse se fonde sur l'analyse du rêve. C'est pourquoi je pense que le premier service que l'analyse du rêve rend à la cure, c'est un service rendu au psychanalyste lui-même. Je dirais volontiers que c'est le plus important, puisque la compréhension du rêve maintient vivante la découverte de Freud. Maintenant, si notre tâche consiste à rendre conscient ce qui est refoulé, le rêve occupe naturellement une situation privilégiée à cet effet, puisqu'il permet par l'interprétation de prendre conscience à la fois du fait qu'il figure leur compromis, et des pulsions et des façons ou des moyens dont la partie inconsciente du moi s'en accommode ou s'en défend. Pourtant, l'expérience m'a conduit à ne pas réserver au rêve une place unique dans l'ensemble des apports du patient au cours de son analyse. Le rêve fait partie d'un tout, et c'est dans la perspective de cette totalité que le rêve prend une place qui sera plus ou moins grande selon le patient, car ils ont chacun leur style, et selon le style de l'analyste, qui varie d'ailleurs avec le style de ses patients. Dans ce sens, je n'aurais rien de particulier à dire si je m'en tenais à l'analyse du rêve dans la somme du matériel qui nous est soumis. Par exemple, je ne peux pas dire que j'applique des règles fixes concernant l'association des idées sur le texte du rêve. S'il reste que le rêve ne donne tout son contenu que par l'association des idées, ce que nous ne saurions oublier sans renier les lois de son élaboration. Et s'il reste que certains rêves sont tout à fait incompréhensibles sans association, il en est d'autres qui peuvent prendre leur place, telle qu'elle, dans le texte de la séance, sous leurs aspects manifestes, une fois traduite la symbolisation qui presque toujours les déguise plus ou moins. En effet, dans l'expression globale psychanalisé-psychanalyste, le rêve acquiert une nouvelle fonction. Il joue un rôle dans le dialogue et il devient par conséquent l'un des modes d'expression du transfert. C'est pourquoi il peut être pris aussi, tel qu'il est raconté, en tout ou en partie, les associations d'idées étant fournies par le reste du matériel ou le rêve venant lui-même comme association au matériel antérieur, quitte à y revenir pour en extraire au besoin davantage. Je pense que sous cet angle, le maniement du rêve est le même que celui que nous appliquons à tous les autres apports, comportement, transfert, résistance, et que comme le reste suivant le moment, nous pouvons le prendre ou le laisser. Mais ceci dit, je reviens sur ce que j'avais déclaré tout à l'heure, à savoir que le rêve ne devait pas être traité comme un apport privilégié dans l'ensemble du matériel qui est soumis à l'analyse. En effet, ce n'est pas tout à fait exact, car du fait de sa nature même, il tranche nettement sur le reste, et il peut avoir un rôle unique dans la marche du traitement. L'essentiel de cette courte introduction est d'essayer de montrer ce rôle. J'ai cherché jusqu'ici en vain à le systématiser. C'est pourquoi j'en suis réduit à donner une série d'exemples cliniques. L'apport le plus important du rêve à l'analyse sera presque par définition la révélation d'événements perturbateurs qui ont été refoulés. La facilitation de la prise de conscience dans l'état du dormeur lorsqu'il rêve fait justement du rêve un instrument de choix. Nous rencontrons parfois des cas où une situation traumatique a été refoulée en bloc.
Je pense à cette jeune femme qui craignait que son fiancé ne la trouve pas vierge le jour de son mariage. C'était un sentiment lancinant, mais d'autant plus absurde qu'elle avait déjà eu 1 an plus tôt des rapports sexuels avec lui. Dès la 2e séance, elle raconta un rêve qui peut se résumer ainsi. Il n'y a rien dans les assiettes à soupe. Les associations d'idées sur ce rêve, farcies d'abord de négation, étayées par plusieurs autres rêves et poursuivis pendant 3 séances, ont permis d'en situer le cadre dans son enfance, entre 6 et 10 ans. C'est alors qu'elle s'est souvenue à sa profonde stupéfaction qu'à 7 ans, sous la menace de coups, elle avait eu des rapports sexuels avec 2 garçons un peu plus âgés, des camarades de l'école primaire qu'elle fréquentait à la campagne. Elle avoua que l'expérience l'avait effrayée, mais qu'elle ne l'avait pas trouvée désagréable, et elle s'était gardée d'en parler. Depuis, elle n'y avait jamais plus pensé, et le seul rejeton du matériel refoulé dont elle avait conscience était son anxiété à l'idée de ne plus être vierge. Son rêve était beaucoup plus formel. Il niait tout bonnement qu'il se fût rien passé. Et c'est ce qui permit de comprendre pourquoi la patiente se niait à elle-même qu'elle ait eu déjà des rapports avec celui qu'elle allait épouser. Les amnésies de cette importance sont rares, mais il y en a quantité de moindres qui ont le même but. Le refoulement de l'expérience perturbatrice, qui s'applique à une situation durable comme à l'événement singulier, sauf que ce dernier a beaucoup plus de relief. Au cours du sommeil, la pulsion insatisfaite, origine du refoulement, émerge à la conscience dans le rêve et dans le texte d'une organisation de défense affaiblie et beaucoup plus transparente. Par exemple, une femme qui souffre de vaginisme rêve, après plusieurs mois d'analyse, qu'un cheval n'arrivait pas à entrer dans une écurie beaucoup trop petite et qu'il s'en retirait ensanglanté. Ce rêve figure exactement le coït avec son mari, qui se blesse à vouloir la forcer, sauf l'image de la disproportion. Or, c'est aussitôt après son rêve qu'elle se souvient qu'à 6 ans, elle avait été effrayée, mais aussi fascinée, par un exhibitionniste qui opérait aux abords de son école, et la prise de conscience de ses émois d'enfant, contre lequel elle persistait dans un système de défense périmé, lui permet d'abandonner peu à peu son symptôme. Dans un cas analogue, qui faisait le désespoir d'un jeune ménage et où je ne comprenais rien aux causes du symptôme, ce n'est qu'après un rêve où la patiente voyait des hommes en train d'uriner qu'elle prit conscience de l'idée qu'elle avait, à savoir que, pour la féconder, l'homme vidait dans la femme le contenu de sa vessie. Je veux insister encore sur cette qualité de révélateur du rêve, en donnant un autre exemple que je choisis, parce qu'il est clair et parce qu'il s'est présenté au cours d'une psychothérapie psychanalytique chez un homme qui avait été correctement analysé avec succès. Ma thèse est que, si la solution du problème qui l'importunait encore a pu se faire avec à peu près le seul recours de l'analyse du rêve, le même effet peut se produire a fortiori dans la situation analytique classique, où nous disposons, en outre, de tant d'autres moyens d'action. L'homme a passé la quarantaine. Son mariage est heureux. Ses enfants sont vifs, comme des adolescents normaux. Voici 15 ans, il a été longuement analysé pour se guérir d'une névrose d'échec. Un peu plus tard, du fait des circonstances, il a poursuivi son analyse avec un autre et, depuis, il est devenu dans sa profession une personne de premier plan. Mais le patient conserve une phobie. Il éprouve de l'anxiété qui va souvent jusqu'à l'accès d'angoisse lorsqu'il est assis à une table avec d'autres personnes, que ce soit pour un repas ou pour une discussion d'affaires. Ce symptôme, qui dans le temps le gênait à peine, s'est graduellement aggravé dans les dernières années et l'oblige à éviter le plus possible toutes les rencontres autour d'une table, ce qui rend l'exercice de son métier de plus en plus difficile. La magnifique situation à laquelle il est parvenu par ses propres moyens témoigne de la force de son caractère. Ces 2 analyses ont été bonnes, et c'est d'un commun accord qu'il est décidé qu'il viendra me voir une seule fois par semaine, ce qu'il fait pendant près de 2 ans. Pendant des semaines, il parle de sa mère castratrice, un motif essentiel qui a été très bien analysé. Il me semblait pourtant qu'il favorisait ce thème à l'excès, et je ne comprenais pas pourquoi. Apparemment, faute d'autre chose à dire, il commence à fournir un matériel onirique de plus en plus abondant. Peu à peu, ce matériel s'oriente pour traiter presque exclusivement 2 thèmes. Tout d'abord, celui de la rétention, d'où il se dégage que c'est sa verge turgescente qu'il retient à l'intérieur de son abdomen. Cette verge menace de crever à l'extérieur dans un flot de sang.
Il a le sentiment qu'il serait soulagé, qu'il serait même guéri, si ce flot pouvait jaillir hors de lui. Après un temps, il aborde le deuxième thème, c'est celui d'être à table. Comme c'est le lieu de ses craintes, il est intéressant de voir comment il travaille ce sujet, rêve après rêve. Ceux-ci figurent presque tous des repas pris en nombreuses compagnies. Tout d'abord, il est anxieux, ses mains tremblent, il renverse sur la nappe du vin, de la sauce. Sa maladresse importune ses voisines. Puis, il introduit des symboles phalliques aussi clairs que des champignons, des asperges, qui provoquent de moins en moins de gêne. Peu à peu, il se représente que l'on peut prendre plaisir à être à table, et que l'on peut même y manifester des désirs érotiques sans scandaliser. Et ce n'est qu'alors, après tout ce travail de modification du cadre, où il situait l'émergence de ses désirs, que le patient rapporte un souvenir qui donne la clé du problème. Or, ce n'est pas un souvenir d'enfance, mais un souvenir de ses 16 ans. Il était si désagréable qu'il l'avait rigoureusement refoulé, et s'il n'en avait jamais parlé à ses deux analystes, c'est qu'à aucun moment il n'en avait repris conscience. Ceci touche à la question des refuges secrets de l'analysé et aux conditions de la reprise d'une nouvelle analyse. Plus l'analyse antérieure a été bien faite, plus le patient présente à l'analyste suivant un problème décanté. Voici son souvenir. À 13 ans, ses camarades l'avaient renseigné sur la masturbation. Mais cette information ne l'avait pas incité à la pratiquer. 3 ans plus tard, alors qu'il prenait un bain avant le repas du soir, il eut la surprise d'avoir une forte érection, puis un orgasme et sa première éjaculation. Quelques minutes après, il s'asseyait à table, inquiet, honteux, mais néanmoins très ému par le puissant plaisir qu'il venait d'éprouver. Si l'on se représente une table de famille austère, autour de laquelle il y avait toujours beaucoup de monde, il sera facile d'imaginer la force de refoulement que le patient dut mettre en œuvre pendant ce dîner et comment, pour maîtriser la situation, il dut faire appel à l'image de sa mère, qui était dans la réalité une personne fort intelligente, mais suffisamment stoïque et maîtresse femme pour être propre à endiguer les pulsions sexuelles de son fils. Puisque je n'ai analysé que les rêves et les défenses que le patient opposait à leur contenu, sauf peut-être au début, un reste de crainte de se montrer agressif envers moi, je ne vois pas quel autre procédé technique a permis de faire disparaître complètement cette phobie. Un autre aspect du rêve se dégage. Remémorateur, révélateur, oui, mais aussi anticipateur. Il y a de multiples exemples où l'analyse prend un cours nouveau après un rêve. Dans ces cas, le rêve a donc anticipé la modification. Je me représente cette fonction comme celle d'une scène d'un théâtre expérimental où l'esprit, non sans risque, mais à risque moindre, s'essaie à de nouvelles formules de solution d'un conflit. Cette image appelle celle de l'auditeur, ce qui fait apparaître qu'il en faut un pour que ces tentatives aient du succès. Sans quoi la même scène est indéfiniment répétée, bien que je sois d'avis que certains rêves, par leur seul jeu, apportent parfois des solutions nouvelles. D'où le rôle du psychanalyste. Si Freud a pu s'en passer, c'est qu'il a pu être son propre spectateur et c'est justement là son génie. La notion d'anticipation jointe à celle d'un mouvement conduit à la notion de progression. La nouvelle audience du psychanalyste modifie celle que le patient reçoit inconsciemment de son surmoi, et le rêve met en scène une évolution dans le sens d'une maturation. De quoi s'agit-il ? J'ai décrit comment le rêve pouvait révéler des traumatismes en étant la première étape de leur remémoration. Mais le rêve révèle aussi les stades auxquels le moi a régressé. Les rêves de maturation reprennent le problème au niveau de la régression. À partir de cette source, on peut les voir traduire les péripéties d'une rematuration qui rencontre toutes les formes d'opposition qui avaient favorisé la régression. L'exemple que j'en donne, et que je ne reproduis pas ici dans le détail, est une longue série de rêves représentant les vicissitudes du passage du stade libidinal-anal au stade urétral, puis phallique, chez un adulte à caractère obsessionnel, gravement perturbé dans ses fonctions génitales. À l'issue de cette évolution, mais à ce moment seulement, le patient se souvient d'un événement traumatique, qui explique pourquoi, inconsciemment, il avait été conduit à exclure sa verge des moyens de décharge de ses pulsions sexuelles. Je viens de parler des moyens du moi. Certaines séries de rêves figurent plus particulièrement l'acquisition de ces instruments dans le genre de celle-ci. Un homme qui très jeune a perdu son père à la guerre et qui souffre de son comportement passif. Rêve successivement. Je suis blessé. Je suis dans la défense passive. Mes vêtements ont une coupe militaire. Je suis en uniforme sans armes. Je cache difficilement un mousqueton sous ma tunique.
Enfin, sans chercher à être complet. Je citerai encore certains rêves qui corrigent une relation objectale faussée qui a bloqué le développement normal. En voici deux presque identiques, de deux femmes qui n'avaient pas résolu leur relation avec leur père. L'une avait retranché le sien de son existence parce qu'elle n'avait pas pu supporter les rapports sexuels de ses parents. Elle avait couché dans leur chambre jusqu'à 16 ans. Chaque fois, elle entendait sa mère gémir ou protester. L'analyse se déroula très vite après le rêve suivant. Il faisait clair, je voyais mon père qui me parlait gentiment. Elle prit alors conscience que ce qu'elle ressentait toujours en elle comme anormal et qui faisait qu'elle se sentait une folle, au point qu'elle avait même réussi à se faire interner, était le reliquat d'un sentiment de son adolescence, à savoir qu'au lieu de geindre, elle aurait pu éprouver du plaisir à se trouver à la place de sa mère. Dans l'autre cas, il s'agit d'une patiente très anxieuse, mariée et mère de famille, dont les parents avaient vécu en mauvaise intelligence. Elle avait apparemment calqué son attitude sur celle de sa mère qui avait toujours manifesté le plus profond mépris pour son père. Aussi, quand celui-ci mourut, ma patiente ne versa pas une larme. Sa longue analyse, qui piétinait quelque peu, vira brusquement après le rêve que voici. Il faisait très clair. J'étais surprise d'éprouver de la joie en voyant mon père entrer pour me dire bonjour. L'état de la patiente subit alors une sorte de métamorphose. Pour la première fois, elle connut un sentiment de plénitude et elle cessa de craindre qu'il n'arrive les pires malheurs à ses enfants. Ces deux exemples, si résumés qu'ils soient, montrent bien qu'ils font partie du groupe le plus important et le plus commun des rêves de maturation, celui qui figure la situation oedipienne, mise et remise en scène avec ses variantes infinies. Pour terminer sur une note toute différente, voici un cas où une névrose obsessionnelle a disparu peu après l'analyse d'un seul rêve. Cette affirmation appelle un commentaire. Qu'on ne me fasse pas dire que les névroses obsessionnelles puissent couramment se liquider de cette façon. Elles sont tenaces et demandent de longs efforts d'interprétation. Le cas m'était rapporté par un psychiatre très averti, qui m'avait demandé de contrôler l'un de ses premiers traitements par la psychanalyse. Il s'agit d'une femme mariée, ayant toujours vécu à la campagne, mère de 2 jeunes enfants. C'est une obsédée typique avec un rituel de défense. Elle craint surtout de blasphémer, et son rituel a pour but principal d'éviter la profanation. Par exemple, il faut qu'elle prenne soin, chaque soir, de ranger tous les souliers de la maison de telle façon que leurs pointes soient orientées perpendiculairement à la direction de l'église. Faute de prendre cette précaution, la malade se sentirait responsable des coups de pied que les saintes images pourraient recevoir pendant la nuit. Ces rêves ont l'aspect de ceux que l'on voit chez les obsédés. Ils figurent de la saleté, des excréments, des cabinets, des convois funèbres, et l'agressivité y domine. L'analyse se déroulait d'une manière satisfaisante, et le motif était les sentiments agressifs de la patiente envers sa mère. Mais on ne pouvait pas dire que les résultats pratiques de la cure fussent encore très marqués. Quand une nuit la patiente eut un rêve inhabituel. Mon collègue ne savait pas trop ce qu'il devait en faire et se retint de le commenter. Je dois dire ici qu'en plus de ses obsessions, la malade souffrait d'une agoraphobie qui n'avait pas encore été abordée systématiquement. Elle était gênante, mais elle faisait moins de bruit que l'autre symptôme. Son rêve, typiquement phobique, était le suivant. Elle se promenait le long d'un chemin de campagne. Quand, à sa terreur, elle rencontrait un éléphant blanc. Sa seule association, blanc, c'est le symbole de la pureté. À vrai dire, il serait inexact de parler de l'analyse d'un rêve dans ces conditions. En effet, j'ai simplement proposé d'indiquer à la malade que, petit a, les éléphants devaient être plutôt rares sur les chemins de ce coin de France, et quant aux éléphants blancs, ils étaient tout à fait improbables. Petit b, en revanche, vu par une petite fille, cet animal pouvait être le symbole d'un vieil homme qui montrerait ses organes génitaux au bord de la route. C'est ce qui fut dit à la séance suivante. À la suite de quoi la malade rapporta aussitôt le souvenir d'enfance d'un homme urinant au bord d'un chemin, ce dont elle avait réellement eu peur. Puis elle fit part de souvenirs d'enfance concernant sa curiosité en matière sexuelle, de son intérêt culpabilisé pour les organes génitaux masculins, de l'excessive pudeur de sa mère et d'une vulvite traitée en grand mystère. Enfin, par l'entremise de l'image d'un vieux jardinier, elle put évoquer sa curiosité pour l'activité sexuelle de son père. L'analyse ne fut pas poursuivie longtemps encore. La patiente sortait seule de plus en plus facilement. Bientôt, elle n'eut plus besoin d'être accompagnée. Mais entre-temps, après le rêve et son nouvelle interprétation, elle cessa d'être obsédée.
Ce qui s'explique si l'on tient compte que sa névrose obsessionnelle était venue en secours, renforcer une défense phobique qui s'était révélée insuffisante pour combattre ses pulsions. Et 4 ans après la cessation du traitement, la malade a confirmé que l'obsession avait complètement disparu. En conclusion, je dis, encore une fois, que j'ai surtout voulu montrer comment le rêve pouvait contribuer à l'analyse. Je pense que, si ce n'est pas toujours d'une manière éclatante, le rêve peut toujours, même à bas bruit, apporter quelque chose qui peut être un secours à la cure.